Je n'aurais jamais dû accepter de l'aider. Il disait que ce n'était qu'une douleur au dos, une simple pommade à étaler. Mais quand mes doigts ont touché sa peau, tout a changé. Ce n'était plus une blessure qu'il fallait soigner, mais une frontière que nous venions de franchir sans un mot. J'habite rue Oberkampf, dans un studio où l'ordre me tient lieu de courage. Les murs datent d'un autre siècle. Ils laissent passer les voix, les pas, parfois un éclat de rire, assez pour cartographier une vie qui n'est pas la mienne. Je me lève tôt, j'écris des notices techniques que personne ne signe, et j'écoute, malgré moi, la bande-son de Matisse, 29 ans, qui vit à quelques mètres, de l'autre côté de la cloison. Ses bottes marquent 6 heures. L'eau de sa douche ouvre la journée, comme un rideau. J'aurais voulu n'y attacher aucune importance. Pourtant, mon cœur s'accorde à ses gestes comme un diapason nerveux. Ce jeudi d'octobre, le scénario se déchire. Ce ne sont pas les pas, ni la radio. Ce sont des gémissements retenus, puis un heurt, puis le silence coupé net. Mon texte reste blanc. Le temps s'étire, et soudain, on frappe. 3 coups, polis, comme s'il s'excusait d'exister. Quand j'ouvre, la réalité me retire tout air. Matisse, grand, les épaules du métier, le visage tiré d'une douleur qu'il voudrait cacher. Il tient un tube de pommade. Sa voix est grave, mais étonnamment douce. Je me suis fait mal au dos, au chantier. Je n'arrive pas à atteindre la zone. Tu pourrais m'aider? Je le fais entrer. Tout se met à briller plus fort. La table trop rangée, les piles de dossiers impeccables, mon souffle qui trahit. Lorsqu'il soulève son t-shirt, je vois ce que les murs ne m'avaient jamais montré. La chaleur d'une peau marquée par le travail, une carte d'ombres et de petites cicatrices. J'applique la pommade avec prudence. Sa respiration ralentit. Mes mains apprennent la tension des muscles, la façon dont ils cèdent, millimètre après millimètre. L'air devient épais. Mon pouls cogne trop haut pour que ce soit raisonnable. Son merci est presque un soupir. Le nôtre, un secret. Ensuite, tout prend goût d'habitude nouvelle. Il repasse, d'abord pour remercier, puis avec des courses et un sourire qui ouvre ma cuisine comme une fenêtre. J'ai promis le meilleur chili de Paris, lance-t-il, et la pièce change de climat. On parle d'outillage, de métal, de chantier, de cette fierté de voir tenir ce qu'on assemble. Je parle de mots, de structures invisibles qu'on rend claires pour les autres. Il m'écoute vraiment. Nos yeux se cherchent parfois une seconde de trop. Le silence entre 2 phrases brûle plus fort que n'importe quelle confession. Je me surprends à sourire sans raison. Le monde dehors devient flou. Ici, je respire. Les jours suivants, les prétextes se diversifient. Un mail à reformuler, une pizza partagée, un documentaire à regarder, si tu es là. Nous apprenons à ne pas dire ce que nous savons déjà. La cloison fait de nous des témoins involontaires. Nous apprenons aussi à savourer le battement suspendu, où rien ne se passe et où tout pourrait arriver. Parfois nos épaules se frôlent en se croisant dans le couloir. Frissons discrets, chaleur, peau contre peau, à travers le coton, et ce frêle vertige d'un pas de trop sur une corniche. Puis vient le lundi de la cassure. Il revient avec le même tube de pommade, un éclair de gêne aux commissures. Ça tire encore? Je l'invite à entrer, et déjà, mes doigts ont la mémoire d'hier. Ces omoplates bougent sous ma paume comme des oiseaux nerveux. Je descends lentement, cherchant ce point où la douleur se rend. Un peu plus bas, dit-il, presque inaudible. 2 mots et l'air change de densité. Plus bas, une frontière, un avertissement, un désir qu'on n'a pas décidé de formuler. Ma main s'immobilise, sa peau rayonne, ma gorge se serre. Le silence devient électrique.
chargé d'une promesse qu'aucun de nous n'ose nommer. Il se redresse trop vite. Désolé, ce n'est pas... Enfin, la phrase se brise. Il remet son t-shirt comme on referme une porte à l'orage. Je dis son prénom, Mathis, mais il recule déjà, cherche la poignée, remercie trop fort, s'éclipse. La cloison, cette nuit-là, ne laisse rien passer. Pas de radio, pas de douche, pas de pas. Un désert sonore me prive d'oxygène, et je comprends à quel point son existence s'est glissée dans la mienne. Le lendemain, j'écoute malgré moi chaque vibration du bâtiment. Rien. Le surlendemain, à peine des bruits lointains, comme si la vie reculait pour nous éviter. J'écris sans voir les mots. Une semaine pourrait tenir dans une minute. Samedi soir, enfin, on frappe. Plus ferme, moins timide. Quand j'ouvre, il a les cheveux encore humides, un t-shirt noir qui absorbe la lumière. Ses yeux n'esquivent pas. On doit parler. Je m'écarte. La pièce est trop petite pour tout ce qui s'y joue. Il reste debout, au centre, hésite, puis lâche d'un trait. Mon dos va bien depuis des jours. Je cherchais une raison d'être ici. Sa voix tremble, à peine. Mes défenses, elles, tombent d'un coup. Je n'ai pas su, commençai-je, et il m'interrompt, vulnérable. J'ai eu peur d'avoir rêvé. Mais quand ta main, quand l'air a changé, je me suis entendu dire plus bas, et j'ai compris ce que je ne voulais pas admettre. Le monde se réduit à la distance entre nous. Son souffle approche, tiède, irrégulier. Nos regards s'accrochent, trop longtemps, trop près. La pièce s'efface, les murs disparaissent. Il ne reste que cette traction calme et inexorable. Sa main effleure ma joue, si légère que j'en frissonne. Tout en moi bat trop fort, chaleur qui monte entre nous, nerfs à vif, vertige délicieux d'être à un souffle de franchir la ligne. Nos lèvres presque se trouvent, une seconde devient une falaise. Dehors, une voiture klaxonne, rappel dérisoire du monde. Si on continue, on ne pourra plus faire semblant. Je murmure. Il acquiesce, la gorge sèche. Je ne veux plus faire semblant. Le silence entre nous brûle plus que des mots. Je pense aux voisins, aux collègues, à ma famille qui croit me connaître, au dîner de quartier, aux regards qui pèsent. Le 11e soudain me paraît minuscule. Le social se dresse comme un mur bien plus épais que la cloison. La peur me traverse, vive, et laisse derrière elle un sillage de clarté. Je pourrais reculer, rire, offrir du thé, parler du temps, sauver les apparences et m'y perdre. Au lieu de quoi je reste là, immobile, le cœur battant dans la bouche, à un souffle de lui. Sa main ne bouge pas, la mienne non plus. Tout notre avenir tient dans cette seconde suspendue, dangereuse et magnifique. Quelqu'un dans l'escalier fait grincer une marche. La bulle vacille. Alors, souffle-t-il. La réponse monte, simple, brutale, irréversible. Elle s'élance, et la scène se fige, coupée nette, comme la lumière qu'on éteint au seuil d'une nuit trop claire. Je croyais pouvoir revenir au calme, mais sa simple présence a rallumé l'étincelle. Nous étions à une respiration d'un aveu, et tout le quartier semblait soudain trop près pour l'entendre. Il est resté planté au milieu de mon studio, les mots coincés dans la gorge. Nos regards ne savaient plus où tomber. J'ai fait un pas vers la bouilloire, comme pour sauver une normalité en cendres. L'eau n'a pas encore frémi qu'il a soufflé. Je ne dors plus. Alors tout a repris, lentement, prudemment, comme si nous apprenions une langue interdite. Les jours suivants, nous avons pratiqué le silence habité, un dîner improvisé, 2 épisodes d'un documentaire, une main qui frôle la table trop près de l'autre, un souffle trop proche au moment de se pencher pour récupérer une fourchette. Le monde rétrécissait autour de cette distance minuscule qui gouvernait tout.
Je sentais en moi le vieux réflexe de fuite, l'envie de prétendre que rien n'arrivait. Mais chaque soir, l'air se chargeait et mon cœur s'emballait. Le mercredi, il a proposé d'aller prendre un verre, pas loin, juste pour sortir de ces murs. Au bar, nous avons parlé de tout, surtout d'autres choses. Il m'a raconté les chantiers qui lui mangent les épaules, les blagues lourdes qu'il encaisse pour rester tranquille, l'habileté à rire au bon moment. Je l'écoutais, le regard accroché au sien, jusqu'à oublier le bruit des verres et la rumeur des conversations. À la sortie, la pluie avait lavé le trottoir. Nous avons ri sans raison, puis nous nous sommes tus. Dans l'embrasure de ma porte, il a levé la main, hésité, puis s'est ravisé. La peau me brûlait d'un simple geste inachevé. J'ai cru pouvoir respirer de nouveau. C'est là que l'incident s'est produit. Un voisin, Gabriel, a déboulé dans l'escalier, a ralenti en nous croisant, a laissé traîner un bonsoir trop appuyé et un sourire qui disait qu'il avait vu. La peur m'a traversé comme une bourrasque. Le lendemain, 2 boîtes aux lettres m'avaient été bousculées. Rien, et tout à la fois. Dans l'ascenseur, Gabriel m'a lancé. « Vous faites une jolie paire, vous deux. » Le sang a quitté mon visage. Je n'ai rien su répondre. Le battement de porte a sonné comme une alarme. J'ai voulu mettre de la distance, une journée ou 2, au moins le temps de retrouver mes repères. Matisse a frappé le soir même. Si on s'efface maintenant, on ne tiendra pas, a-t-il dit d'une voix basse. J'ai reculé d'un pas, et j'ai vu l'ombre de la peur dans ses yeux, miroir de la mienne. Nous avons fait semblant de parler de séries et de planning, jusqu'à ce que la vérité glisse malgré nous. « J'ai besoin de toi », a-t-il murmuré, presque trop bas pour être entendu. Je lui ai demandé d'attendre, de me laisser une nuit pour trier ce qui en moi se soulevait comme une marée. Il a acquiescé, la mâchoire serrée. Quand la porte s'est refermée, j'ai su que ma demande pouvait le casser. La cloison a trahi son insomnie. Je l'ai senti tourner, s'arrêter, retenir un soupir. Le jour suivant, au travail, je relisais des phrases sans en saisir le sens. À midi, un message. « On dîne, chez moi, cette fois. » Je me suis surpris à sourire, puis j'ai pensé à Gabriel, à ses yeux trop curieux. Je me suis malgré tout présenté, mains vides et cœur bruyant. Chez lui, la lumière dessinait une paix fragile. Nous avons mangé, presque sages. Puis la conversation s'est posée sur le seul endroit où elle devait aller. Il a dit qu'il n'en pouvait plus des frontières invisibles, que notre prudence devenait une cage. Je lui ai promis d'avancer avec lui, lentement, mais d'avancer quand même. Sa main a cherché la mienne, hésitante, et la chaleur qui s'est diffusée a donné au silence un goût de vérité. Quand je suis rentré, une enveloppe sans timbre m'attendait sur mon paillasson. Un mot griffonné. Faites attention à vos portes entr'ouvertes. Aucun nom. Rien qu'une menace légère, suffisante pour fissurer la confiance. Cette nuit-là, j'ai compris que notre histoire venait de trouver son premier ennemi. Pas une personne, mais un climat. Et que pour continuer, il nous faudrait plus que du courage. Il nous faudrait nous choisir, malgré le regard des autres. Je pensais qu'il suffirait de nous promettre d'y aller pas à pas. Le premier pas a tenu. C'est le second qui a ouvert la plaie. Les jours suivants ont ressemblé à une trêve. Message sobre, café pris debout, une attention nouvelle qui rendait chaque geste précis. J'ai senti la ville plus lumineuse, même quand elle crispait ses mâchoires. Pourtant, la rumeur a fini par trouver une bouche. Au marché, Gabriel m'a glissé, assez fort pour que la patronne entende. On ne se cache pas très bien quand on brûle. J'ai répondu par un sourire sec, comme on ferme une fenêtre sous l'averse. Cette même semaine,
Matisse m'a prévenu qu'il devait calmer l'ambiance sur le chantier. Un collègue avait lancé une vanne de trop, il s'était contenté de rire pour survivre. J'ai dit que je voyais quelqu'un, rien de sérieux, a-t-il lâché, le regard égaré. Je n'ai pas su s'il me protégeait ou s'il nous effaçait. La phrase s'est plantée en moi comme une écharde. Le samedi, un apéro d'immeuble a ramené tout le monde dans la cour. On a sorti des guirlandes, un vieux haut-parleur, des chips trop salés. Matisse est venu en retard, accompagné d'une fille, Camille, collègue, qui dépanne un soir. Elle riait fort, il riait avec elle. Je l'ai vu chercher mes yeux, puis détourner les siens. Le vertige m'a pris. Pendant 1 heure, ils ont feint une proximité tranquille. Chacun de ces éclats de rire me mordait. Près de la poubelle jaune, Camille m'a adressé une phrase légère. « Vous vous connaissez bien, tous les deux ?» J'ai répondu trop vite, trop froid. Elle a haussé les épaules, a rejoint Matisse, a passé sa main dans son dos avec la familiarité innocente de ceux qui n'ont rien à craindre. Mon cœur s'est mis à battre trop fort, pour de mauvaises raisons. Je suis parti sans saluer. Dans l'escalier, l'air sentait le métal et la poussière. J'ai fermé ma porte avec douceur, pour ne pas avouer la violence qui remuait. Quelques minutes plus tard, on a frappé. Matisse. Il a refermé derrière lui, a collé son dos contre le bois comme pour tenir le monde, à distance. « Ce n'était pas contre toi », a-t-il dit aussitôt. Puis, plus bas, « c'était contre moi ». Il a expliqué le chantier, les rires, le besoin de dévier la trajectoire d'un soupçon. Camille n'était qu'un paravent cordial, mais la parade m'avait coupé. Je l'ai écouté, silencieux, jusqu'à ce que la colère s'efface et que le reste apparaisse, la peur. La sienne, large et nue. La mienne, qui s'y reconnaissait. Nous sommes restés face à face, immobiles. Son souffle heurtait l'air comme une confession avortée. Il a approché d'un pas. La chaleur qui a suivi m'a traversé. Nos mains se sont presque trouvées, et la seconde s'est tendue comme une corde. « Je choisis quoi, Adrien ?» a-t-il demandé, sans contour. J'ai eu envie de dire « nous ». Alors j'ai dit « dis-le d'abord à toi-même ». La corde a rompu sur un battement de porte. Gabriel, encore, qui montait vite, téléphone à la main, le regard trop satisfait. La scène a gelé. Matisse a scié, a perdu l'équilibre d'un aveu près. J'ai senti notre moment tomber par terre, comme un verre vide. Cette nuit-là, la trêve a pris fin. Le dimanche a passé sans message, le lundi aussi. J'ai fini par écrire « On parle ». Sa réponse est tombée 2 heures plus tard. « Pas chez toi, pas chez moi ». Nous nous sommes retrouvés sur le quai de la ligne 5, au milieu d'un courant d'air gris. Il a parlé vite, a dit la peur d'être montré du doigt sur le chantier, la trouille de perdre sa paix, la fatigue de jouer un rôle. Il a ajouté qu'il ne voulait pas me perdre pour autant. J'ai compris ce que cela exigeait. Marcher sur une arête, tenir sans tomber, accepter l'inconfort comme prix d'une vérité en construction. Alors choisis, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, les yeux sombres, d'une décision encore sans forme. Nous avions franchi une étape, pas une promesse grandiose, mais une ligne intérieure, et au fond, le premier goût amer d'une petite trahison nécessaire, celle qu'on fait à son masque pour rester vivant. Je croyais qu'après le choix, la route se dégagerait. C'est l'inverse. Chaque pas a réveillé un mur que je n'avais pas vu. La semaine suivante a commencé par une note anonyme glissée sous ma porte. « Votre discrétion n'est pas suffisante. » Je l'ai posée sur la table comme un insecte mort. Matisse a voulu plaisanter, a parlé de paranoïa d'escalier. 2 jours plus tard, sur le chantier, un contremaître a lâché une remarque trop lourde. Un collègue a ajouté un ricanement. Il a tenu bon.
Mathilde écrit, mais la boule au ventre ne l'a pas quitté. Le soir, nous marchions au bord du canal pour respirer là où personne ne nous connaissait. Nos épaules se frôlaient parfois. La chaleur peau contre peau à travers les vestes me calmait autant qu'elle me bouleversait. Nous parlions d'avenir sans rien définir. À chaque phrase, un vent contraire se levait. Famille, loyer, habitude, ces choses solides qui ne bougent pas quand l'intérieur, lui, se met en marche. Un dimanche, ma mère a appelé. Elle venait faire un tour à Paris. J'ai accepté, trop vite. Quand elle a proposé de passer voir mon appartement, j'ai blêmi. J'ai rangé, j'ai déplacé un mug de Matisse, j'ai effacé une trace de nous deux, comme on gomme un sourire sur une photo. Elle a complimenté ma vie bien tenue, s'est inquiétée de mon célibat prolongé. J'ai répondu par des phrases prudentes. Le soir, je lui ai raconté, en tremblant. Il m'a écouté sans m'interrompre, les yeux fixés sur l'eau noire. « On paie chacun notre tribut », a-t-il dit doucement. « Le mien est bruyant, le tien est poli. Les deux font mal. » J'ai senti une vague monter, nous pousser l'un vers l'autre. La ville semblait plus vide qu'à l'ordinaire. Nous n'avons pas bougé, pourtant. Nous avons laissé la seconde s'épaissir jusqu'à devenir presque tangible. La pression a monté encore d'un cran quand quelqu'un, on n'a jamais su qui, a glissé une photo dans nos boîtes. Un cliché mal cadré pris dans le couloir, nos visages flous, nos corps trop proches, un reflet de fenêtre qui nous collait l'un à l'autre. Le message au dos, il y a des enfants dans l'immeuble. Une lâcheté familière. Matisse a voulu monter sonner partout, je l'ai retenu. Nous ne gagnerions rien à hurler contre des murs. Cette nuit-là, il est resté chez moi, assis par terre contre la porte, comme s'il gardait l'entrée. Nous avons parlé bas pour ne pas nourrir les murs. Sa main a trouvé la mienne, immobile, et la chaleur qui s'est posée là a tenu lieu de promesse. Nos yeux se sont cherchés dans l'obscurité. La tension a vibré, belle et dangereuse, une corde prête à chanter. Nous n'avons pas franchi la ligne, nous avons laissé la musique en suspens. Le lendemain, au travail, mon chef m'a convoqué. « On te sent distrait. » J'ai bafouillé des excuses. Dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet. J'y ai vu quelqu'un qui apprenait à vivre au bord. Je me suis demandé combien de temps un corps peut tenir sur cette arête sans se blesser. Le soir, Matisse avait les traits fatigués. Un collègue avait laissé traîner une blague, un autocollant sur sa boîte à outils, 3 mots qui voulaient être drôles. Il a tout arraché, calmement, puis il est rentré. Nous nous sommes tus un long moment. On ne peut pas rester dans cette demi-lumière éternellement, a-t-il fini par dire. Il faut choisir la pièce où on veut vivre. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé au mot vie, au prix, au courage qui n'a rien d'héroïque quand il consiste à tenir la main qu'on a déjà choisie. Alors, ai-je répondu, faisons-le à notre vitesse, mais faisons-le vraiment. Sa respiration a changé. Le silence entre nous a brûlé plus fort que des phrases. Nous étions prêts à poser un pas entier sur la ligne. Et c'est là que le bruit sec d'un objet, glissant sous ma porte, nous a coupés net. Une nouvelle enveloppe, une menace plus claire, une date, un ultimatum. On peut vivre longtemps au bord, mais vient un jour où l'on tombe, où l'on décide de marcher droit. Ce jour-là, c'est nous qui l'avons choisi. Nous avons quitté l'immeuble à l'aube, sac léger, poche vide de preuves, pour ne garder que ce que nous pouvions porter, nos prénoms, nos souffles, un peu de courage. Sur le quai presque désert, la ville ressemblait à une promesse modeste. Matisse n'a pas parlé tout de suite. Il a regardé la ligne du métro filer et m'a lancé d'une voix basse. Je ne laisserai plus les autres choisir à ma place. Nous n'avons pas construit un grand plan.
Nous avons pris de petites décisions qui tiennent debout. Dénoncer l'enveloppe à la gestion de l'immeuble, refuser les sous-entendus, répondre par un regard clair. Sur le chantier, il a rappelé à son équipe que les blagues ont des cibles réelles. Certains ont ri jaune, d'autres ont détourné les yeux, un troisième a desserré la mâchoire. Rien n'a changé et tout a changé. Chez moi, j'ai appelé ma mère. J'ai cherché les mots, j'ai trouvé des silences. Elle a soupiré, a dit que le monde est dur, mais qu'elle n'était pas le monde. La phrase m'a tenu chaud toute la journée. Nous avons affronté Gabriel sur le palier, sans violence, sans grand discours. Vous nous regardez vivre, regardez aussi votre propre porte, a dit Mathis posément. Gabriel a haussé les épaules, a baissé les yeux, a marmonné une excuse qui avait l'odeur d'un renoncement. La rumeur a perdu un peu de souffle. Le soir, sur le toit accessible par une échelle rouillée, nous avons partagé une brioche et une respiration. Paris s'étirait, indifférente et immense. Sa main a frôlé la mienne. La chaleur a couru, familière et neuve. Nous sommes restés longtemps là, à tenir cette proximité qui ne demandait plus d'explication. La tension n'était plus une corde prête à rompre, mais une ligne sur laquelle marcher. Les jours ont repris un rythme inédit. Ni clandestinité totale, ni exposition volontaire. Une zone claire, la nôtre. Parfois, la peur revient en grinçant. Parfois, le doute tire sur l'ourlet des heures. Mais nous avons un geste, désormais. Quand la panique monte, nous nous arrêtons, nous respirons, nous nous reconnaissons. Sa paume sur ma nuque suffit à calmer la tempête. Mon front contre son épaule remet de l'ordre dans le chaos. La ville peut bien regarder. Elle n'a plus le pouvoir de décider de nos secondes. Un vendredi, le syndic nous a appris qu'une caméra factice avait été installée dans le couloir par un plaisantin. L'objet a disparu aussi vite qu'il était venu. Nous nous sommes regardés sans triompher. Rien n'est jamais complètement gagné. Mais nous savions que la partie la plus importante avait basculé de notre côté. Cette nuit-là, nous avons laissé la fenêtre ouverte. La rumeur de la rue montait comme une mer douce. Nous avons parlé d'un week-end au bord de l'eau, d'un chantier plus stable pour lui, d'un projet d'écriture pour moi. Rien de grandiose, des bouts de futur qui tiennent dans une poche. Nos regards se sont accrochés longtemps. Une proximité tranquille qui ne demandait plus d'alibi. Au seuil du sommeil, il a murmuré « Je croyais que la liberté ferait du bruit. En fait, elle tient dans un souffle. » J'ai souri dans l'obscurité. La réponse était simple. La liberté, c'est notre façon de nous tenir, l'un près de l'autre, sans nous excuser d'exister. Le matin, des pas ont craqué dans le couloir. La réalité a rappelé son existence, sans menace. J'ai pensé à la première fois où il avait frappé à ma porte, à la pommade, à la frontière que nous avions frôlée. Nous avions marché longtemps sur le bord. Nous marchions désormais à découvert, sans fanfare, avec la fragilité solide des choses vraies. Et si le monde resserre un jour ses mâchoires, si un regard se fait de nouveau trop lourd, je sais ce que nous ferons, nous choisir encore. Ce n'est pas une fin triomphale, ni une morale écrite en lettres d'or, c'est mieux. Une vie ordinaire qui a cessé d'avoir honte d'elle-même. Une main qui en retrouve une autre dans une cuisine, un toit, un canal, un palier, un matin, un récit tenu par deux souffles, et l'évidence de rester.